Donc il faut quand même être positif. Vous avez donc les anciens polluants comme les dioxines, les PCB, certains métaux lourds comme le plomb. Ces substances ont été bannies dans beaucoup d'applications. Et donc ce qu'on constate actuellement, c'est une diminution de l'exposition humaine. Donc les choses vont mieux. Et pour prendre simplement les dioxines comme exemple, on constate depuis à peu près 30 ans, dans les pays occidentaux, y compris en France, en Belgique, une diminution par exemple de 8% par an. Pour les PCB en Belgique, on constate pratiquement 10% par an de diminution. Et donc, fatalement, la situation s'améliore pour ces bons vieux polluants cumulatifs. En revanche, il est vrai qu'apparaissent d'autres substances qui sont moins cumulatives. On parle des parabènes, bisphénol A. Ces substances sont moins cumulatives dans l'environnement, on les retrouve de tous côtés, mais chez l'homme, elles sont plus rapidement éliminées. Et donc, évaluer l'exposition à ces substances est plus difficile. Donc, on a des risques un peu différents en termes de persistance dans l'environnement et dans l'organisme humain. Et oui, l'autre message, il faut quand même, le scientifique doit avoir un peu de sagesse et à un moment donné, il doit quand même réaliser que sa discipline comporte des limites. Et donc, l'autre message, il faut quand même être clair lorsqu'on a affaire à des substances qui agissent à de très faibles concentrations, comme les perturbateurs endocriniens, qui agissent en plus dans des mélanges qui sont extrêmement complexes, qui peuvent en plus agir dans des phénomènes de sensibilité qui concernent la femme enceinte et les enfants en bas âge, donc des populations difficilement accessibles pour faire des études. Et donc manifestement, là, on est face à nos limites. Et donc je pense que pour certaines de ces substances ou certains mélanges, il faut se poser la question de savoir s'il faut attendre la preuve scientifique absolue pour agir. Et là, manifestement, c'est une question de bon sens. Lorsqu'on a des substitutions possibles, il ne faut pas hésiter à un moment donné de faire le pas. D'autant plus que beaucoup de ces perturbateurs endocriniens, finalement, quand on réfléchit, sont liés à l'industrie du pétrole. Ce sont des substances organiques et tôt ou tard, nous n'aurons plus de pétrole et on devra se tourner vers des alternatives et vers des matériaux durables. Que ce soit pour mettre des aliments, que ce soit pour la décoration intérieure, etc. Donc l'univers du plastique, tôt ou tard, tel qu'on le connaît, avec des dérivés du pétrole, tôt ou tard va disparaître. Mais donc ça, c'est un tournant qu'il va falloir prendre progressivement, car le système actuel, c'est le serpent qui se mord la queue. On a une accumulation de déchets. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a absolument rien d'étonnant en ce qu'on ait des troubles endocriniens, qu'on ait des maladies émergentes dans un système pareil avec un tel mélange de substances nocives libérées dans l'environnement, certes à faible concentration, mais souvent donc offertes à des populations très sensibles comme les bébés, les enfants, les femmes enceintes. Donc cette population-là est exposée depuis quelques décennies à des substances qui n'existaient pas, qui ne sont pas naturelles et qui sont essentiellement liées à l'industrie chimique, aux applications de ces industries, avec le problème fondamental, c'est que la toxicologie ne peut pas évaluer toutes ces substances, encore moins en mélange complexe. Et donc il y a toujours, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans nos travaux, ça a été le cas avec les métaux lourds, ça a été le cas avec les PCB, les dioxines, maintenant avec ces substances, mais il y a d'autres poisons qui sont présents dans notre environnement, il y a toujours un décalage au moins 20 ou 30 ans entre la mise en évidence des impacts sanitaires dans les populations exposées, éventuellement dans l'environnement, donc dans les écosystèmes, et l'utilisation de la substance. Donc moi, par exemple, je travaille sur des produits de chloration qui ont été introduits il y a plus d'un siècle, et c'est seulement maintenant, après plus d'un siècle d'utilisation, que par hasard et par intérêt ou par feeling, certains scientifiques commencent à étudier les risques des produits de chloration dans les eaux de baignade, au niveau de l'eau du robinet et dans toute une série d'applications. Ça n'avait jamais été fait. Et donc c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on attend toujours, il y a toujours cette phase de l'attente, ce retard, et le malheur, c'est que la science vient avec ses preuves à partir malheureusement de populations qui ont été exposées. Donc en d'autres termes, à partir de victimes. Et donc il y a sur le plan éthique, ça pose problème de devoir, c'est malheureux maintenant, je fais des expériences chez les enfants, mes études portent chez les enfants, alors que ces études auraient dû porter il y a 20 ans sur des rats. Et donc ce que je décris chez les enfants, chez les adolescents, ce qu'on publie, ce sont les séquelles finalement d'expositions qui auraient dû être évitées par des études faites antérieurement. Et donc il faut mettre un terme à ce système, et donc le terme à mon avis c'est d'aller vers des matériaux plus nobles,
plus respectueux de l'environnement et ne plus dépendre essentiellement de la pétrochimie. Il faudra se tourner tôt ou tard vers d'autres matériaux et d'autres composés.